Et voilà, on enregistre. Donc, on pourra commencer dans une minute. Le temps que d'autres collègues, ouais, je vois le décompte. Donc, combien de temps? Donc, 40 minutes environ? Oui, avec une vingtaine de minutes de discussion. Parfait. Si jamais je dépasse, laisse-moi savoir, parce que je sais jamais, comme j'ai l'habitude d'enseigner des cours d'1h20, je dépasse facilement. Donc, j'ai D'accord. l'habitude de trop parler, mais si jamais, mais je vais avoir je vais mettre mon timer ici. Comment est-ce qu'on dit Ton chrono. mon chrono, c'est ça. D'accord, premier. Donc, je t'arrête à 45 parce que je suis certaine qu'il y aura pas mal de questions. Mais là, c'est l'heure, les gens rentrent. Parfait, je pense on peut commencer. Bonjour tout le monde. Je suis très, très heureuse de vous voir aujourd'hui pour cet atelier. Je me nomme Kimberly Jean-Farin. J'utilise le pronom elle. Je suis la directrice Ça s'est générale passé? de Ah ben, l'Observatoire. Oups! J'en profite pour vous demander de mettre vos micros sur muet en attendant la période de questions. Donc, j'aimerais commencer cet atelier par reconnaître le territoire sur lequel je me trouve, qui est le territoire non cédé du peuple algonquin Anishinaabe. Et je vous inviterai à utiliser le clavardage pour nous partager le territoire sur lequel vous vous trouvez en ce moment. Donc, l'Observatoire en immigration francophone, l'Observatoire, c'est en fait un espace de partage d'informations, de recherche, de mobilisation des savoirs sur l'immigration francophone. Pourquoi? Mais en vue de répondre à des objectifs de politique publique dans le domaine de l'immigration francophone. Donc, notre observatoire contribue à fonder la prise de décision sur des données concrètes et pertinentes. On assure une fonction de veille, une fonction d'analyse, d'animation, de recherche et de transfert des connaissances. L'Observatoire en immigration francophone, on a trois grands objectifs. Constituer un espace interdisciplinaire et multisectoriel, donc d'échange, de partage des connaissances et de pratiques prometteuses en matière d'immigration francophone. On a également l'objectif de mobiliser, d'analyser, de faire rayonner les connaissances en immigration francophone au Canada et bien sûr d'en favoriser le développement. Et on a également comme objectif de fournir aux intervenantes et intervenants communautaires, aux décideurs politiques, aux chercheurs, des analyses, des données et des outils pour appuyer et promouvoir l'immigration francophone en contexte minoritaire. Alors, l'atelier d'aujourd'hui va mettre en lumière les dynamiques migratoires qui entourent les étudiants internationaux. Ce sera une occasion d'en apprendre davantage sur les résultats donc du projet DEMA, D-E-M-A, et d'échanger avec une experte du domaine, donc Madame Louisa Véronis. Louisa est titulaire de la chaire de recherche sur la francophonie et l'immigration à l'Université d'Ottawa. Elle est récemment récipiendaire du prix d'excellence Métropolis 2025 pour les chercheurs. Félicitations. Donc, ce prix reconnaît et célèbre les contributions exceptionnelles dans le domaine de l'immigration et de l'établissement. On est vraiment très, très privilégié à l'Observatoire en immigration francophone, non seulement d'avoir Madame Véronès pour animer l'atelier d'aujourd'hui, mais elle est également membre du comité scientifique de l'Observatoire. Donc, je suis très heureuse de vous passer la parole pour la présentation. Oui, ça. Merci beaucoup, merci pour toutes ces bonnes paroles et merci aussi pour l'invitation qui, je dois avouer, était un peu un défi. Ce que je vais vous présenter sont des résultats très, très, très préliminaires. Donc, votre invitation m'a forcé à devoir faire avancer le projet. Alors, je vais vous partager les diapos en espérant que cela fonctionne.
Voilà. Et puis, je pense... Ok, est-ce que là, vous voyez la bonne version? Parfait. Merci beaucoup. Donc, en effet, je vais vous parler du projet d'EMMA, qui est une collaboration avec la chaire de recherche, la chaire d'excellence de recherche du Canada sur la migration et l'intégration à l'Université métropolitaine de Toronto. Le titre disait étudiants internationaux et travailleurs temporaires. Malheureusement, vu que, comme c'est des résultats préliminaires, je n'ai pas eu le temps de tout couvrir, alors j'ai préféré me dédier, me concentrer sur les étudiants internationaux parce que aussi on a plus de matériel, on a eu plus de répondants sur ce volet-là, donc je me suis dit que j'allais me concentrer sur ce volet. OK, alors pour faire avancer. Donc, je vais d'abord vous donner un peu le contexte général mondial et canadien en particulier pour expliquer les raisons qui nous ont motivés à mener ce projet. Et ensuite, bon, je vais vous parler un peu des résultats. En fait, cette question des étudiants internationaux et des travailleurs qualifiés temporaires s'inscrit dans ce qu'en anglais on appelle Global Race for Talent, la course mondiale au talent. Et vous savez que depuis 15 ans environ, le Canada a multiplié différents types de catégories, notamment du côté temporaire. Et la pandémie est venue un peu chambouler tout cela. Et on a vu une chute autour de 2020-2021, et puis en fait une reprise de plus belle à partir de 2022, etc. Et les débats actuels autour du nombre de personnes qu'on reçoit, qu'ils soient temporaires ou permanents. Donc, quelques chiffres pour vous montrer en fait la hausse depuis 2022 des différents types de permis temporaires qui existent au Canada. Et ces étudiants internationaux et travailleurs temporaires font partie en fait de cette course mondiale, cette compétition pour attirer les travailleurs les plus qualifiés pour travailler dans une économie des savoirs. Alors, vous avez sûrement vu beaucoup de ces graphiques qui montrent la hausse. La hausse des étudiants internationaux remonte en fait autour de 2014. C'est à partir de là vraiment qu'on a vu la hausse. Et dans ce graphique, vous voyez en 2020 et 2021 une chute en conséquence de la fermeture des frontières de la pandémie, etc. Et puis 2022-2023, la hausse et les débats qui ont eu lieu à partir de mi-2023 et 2024 sur le besoin de freiner un peu l'augmentation. Maintenant, les 10 pays principaux d'origine des détenteurs de permis d'études, l'Inde, la Chine, mais on voit quand même, pour nous qui nous intéressons à la francophonie, à l'immigration francophone, que la France est en 5e rang. Donc, quand même, la francophonie est représentée, bien que, à part l'Inde, voyons, l'Inde fait la moitié, si pas plus, de ses détenteurs de permis. Donc, un peu pour vous donner le contexte des chiffres. Et donc, en termes d'immigration, si on regarde ça depuis un peu plus longtemps, puis je vais vous dire, j'étais étudiante internationale et avant 2008, il était impossible pour les étudiants internationaux d'accéder à la résidence permanente. Je n'ai fait moi-même l'expérience, j'ai dû faire 2 fois la demande, juste pour vous dire, et la seule façon était en dehors du Canada. Mais en 2008, et puis là, il faut se rappeler, c'était le gouvernement conservateur de Stephen Harper, a en fait introduit la catégorie de l'expérience canadienne, ou des gens qui étaient au Canada de manière temporaire, mais comblaient certaines euh, compétences, certains critères, pouvaient accéder en fait à transiter vers la résidence permanente, dont en partie certains étudiants internationaux. Et à l'époque, je m'en étais vraiment réjouie, puis je me disais, je suis francophone, j'étudie dans une université anglophone, pourquoi en fait ils veulent pas de moi. Donc le Canada a reconnu que certains des travailleurs temporaires, des étudiants sont en fait des candidats idéaux pour devenir des résidents permanents. Et c'est là qu'on voit émerger l'étude de la migration en 2 ou en 3 étapes.
parce que, bon, depuis 2008, les choses se sont raffinées, compliquées, surtout depuis 2014 avec l'entrée express et vraiment tous des changements constants pour améliorer ou en fait pour développer des critères plus spécifiques. Et les étudiants internationaux, eux, doivent d'abord obtenir un permis post-diplôme sous certaines conditions, notamment du travail dans leur domaine à temps plein, etc. Et seulement ensuite, ils peuvent transiter vers la résidence permanente. Donc, eux, c'est en 3 étapes. Maintenant, sur le plan théorique, c'est surtout du côté anglophone ou anglo-saxon ou en anglais qu'on étudie ces questions des étudiants internationaux. Ça commence à émerger du côté francophone, mais du côté anglophone, comme les grandes approches théoriques sont d'une part l'internationalisation de l'éducation qui est un phénomène en fait mondial, donc cette course mondiale pour les talents. C'est partout, que ce soit en Angleterre, en Australie, aux États-Unis. Les universités s'ouvrent, même en Chine, pour attirer des étudiants internationaux. Donc, c'est un phénomène de l'internationalisation de l'éducation qui, dans un monde où on a l'économie des savoirs. C'est un phénomène mondial, ce n'est pas juste quelque chose de chez nous. On parle aussi en fait de cette internationalisation comme une forme de capitalisme académique. C'est la corporatisation des universités qui de plus en plus deviennent comme en fait des entreprises qui doivent générer des profits et puis on le voit actuellement et surtout dans des contextes de contraintes de budget, des contraintes fiscales où les gouvernements provinciaux ne fournissent pas les subventions nécessaires pour que l'éducation au niveau postsecondaire soit viable. Donc, les universités doivent procéder à des approches de marchandisation des diplômes, attirer des étudiants, grandir. Et en fait, le marché international est devenu l'endroit de croissance, vu qu'au plan démographique, au Canada, nous sommes limités pour l'attraction des étudiants. Maintenant, du côté des études des migrations, on approche ces questions du point de vue de la lentille de la précarité, notamment la précarité des statuts, de la qualité de vie, la précarité économique et sociale. Et plus récemment, un projet de partenariat par Valerie Preston et ses collègues de York, auquel je participais, on a développé le concept de résilience sociale, où là, on essaie de s'intéresser en fait à tous les acteurs impliqués, pas seulement les étudiants internationaux ou les gouvernements et les politiques ou les institutions elles-mêmes, mais en fait regarder le rôle de tous les acteurs ainsi que même les intermédiaires impliqués. Mais bon, qu'en est-il de l'immigration francophone, de la francophonie? La question des étudiants internationaux a attiré l'attention plus par les défis à les attirer et plusieurs problèmes et le fait que le gouvernement a un peu délaissé malgré l'engagement vers l'immigration francophone. Du côté francophone, donc, il y a un peu moins d'études sur ces notions de capitalisme académique, d'internationalisation, quoique il y a de nouvelles recherches récemment dans Enjeux et société, un numéro que d'ailleurs notre chère collègue Linda Cardinal a co-dirigé sur le rôle des petites et moyennes universités. Donc, c'est un sujet qui commence, mais maintenant, ce qui m'intéresse, moi, c'est l'intersection avec l'immigration francophone, quelque chose qui nous passionne ici et surtout à l'Observatoire. Donc, je ne vais pas vous répéter, vous avez certainement vu ce graphique très souvent depuis qu'il est sorti. Vous connaissez les enjeux de la vitalité et l'immigration francophone comme stratégie pour remédier au déclin relatif des francophones au Canada, la mise en place de la politique, l'établissement de la cible qui n'a pas été atteinte, qui avait été fixée à 4,4%, ce qui était le pourcentage de la population francophone à l'époque. Mais on voit qu'en 2021, le déclin relatif continue à se poursuivre. La cible n'a été atteinte finalement qu'en 2022, et ça par un certain nombre de circonstances. En fait, une augmentation en 2021 en partie à cause des résultats en fait, de la suite de la pandémie, où on a eu un déséquilibre total du nombre de résidents permanents, temporaires et tout, qui a un peu mis de l'avant
l'immigration francophone, mais aussi finalement, après 20 ans d'efforts, toute l'énergie porte ses fruits et en 2022, on atteint la cible. Et avec la modernisation de la loi sur les langues officielles en 2023, on voit la cible augmenter pour 2024 et vous avez entendu qu'en fait, on l'a dépassé. On a atteint les 12% en 2024, donc toutes des bonnes nouvelles. Mais on peut aussi en fait se demander pourquoi le gouvernement n'a pas... il y avait plusieurs problèmes ou barrières systémiques, notamment par rapport aux étudiants internationaux francophones qui voulaient venir étudier dans des institutions francophones. Donc ici, je voulais un petit peu parler de ces défis structurels. En fait, la structure de l'immigration francophone n'a pas forcément favorisé l'attraction d'étudiants internationaux francophones. Et en partie, cela a à voir avec les critiques et puis l'Observatoire se penche beaucoup sur ces barrières systémiques à l'immigration francophone, l'asymétrie entre les bassins et les bureaux d'immigration. Euh, et le fait qu'il y ait des bassins possibles auxquels on ne pense pas, par exemple en Amérique latine, et la lenteur, lourdeur, et notamment pour les étudiants internationaux, en fait, beaucoup de défis de discrimination dans l'évaluation des dossiers. Donc, l'immigration francophone n'a pas vraiment mis en valeur le potentiel des étudiants internationaux, des travailleurs temporaires. Et c'est dans ce contexte-là qu'on peut, en fait, examiner les résultats de notre étude. Et vous allez voir qu'en fait, nos participants avaient des choses positives à dire qui peuvent être intéressantes et qui confirment, en fait, que les étudiants internationaux sont un bassin très prometteur pour l'immigration francophone. Donc, dans les médias, vous connaissez toute la couverture sur la discrimination des dossiers, les conditions précaires, l'exploitation que ces personnes visent. Donc, deux autres catégories desquelles je ne vais pas parler aujourd'hui. Donc, pour les étudiants internationaux, vous vous souvenez qu'il y avait des refus élevés où on mettait en question en fait le pouvoir des agents d'immigration, le fait que les agents d'immigration n'étaient pas toujours au courant de la politique d'immigration francophone. Certains, semble-t-il, ne savaient pas qu'il existait des institutions postsecondaires francophones en dehors du Québec. Et en temps, la CUFC a fait en fait une formation auprès des agents, l'Association des collèges et universités francophones du Canada, pour sensibiliser les agents à ces questions-là. On peut aussi penser à nos institutions francophones qui sont beaucoup plus petites, elles sont généralement moins connues, elles sont beaucoup plus fragiles par rapport à leur situation financière et donc leur capacité de promotion, aller à l'étranger, recruter des étudiants n'est pas forcément aussi bonne. Elles sont en compétition avec des grosses institutions anglophones qui sont connues, qui ont un rayonnement, qui ont beaucoup plus de moyens pour faire la promotion. Donc, vous voyez que dans un contexte minoritaire, aller attirer des étudiants internationaux est un défi. Et ensuite, bon, je vais vous en parler un petit peu, mais le fait que les étudiants internationaux ne sont pas toujours au courant de la situation minoritaire, qui viennent dans des institutions plus petites et qui ne sont pas forcément bien préparés dans le sens qu'ils ne savent pas qu'ils devront vivre en anglais ou dans un contexte anglophone, malgré le fait qu'ils peuvent étudier en français. Et bon, tous les défis associés avec la transition, l'obtention du permis post-diplôme, etc. Donc ça, c'est un petit peu pour vous donner le contexte. Et donc, notre projet, DEMA, prise de décision des migrants qualifiés dans un contexte d'incertitude, a été lancé en 2021 et notre objectif, c'était, dans le contexte de la pandémie, comprendre comment les migrants prennent la décision, surtout dans des contextes de crise, de complexité, d'incertitude, à la fois dans leur pays, mais aussi au Canada. Et là, on peut penser aux fermetures des frontières et tout. Et donc, ce projet est une collaboration avec Anna Triantafylidou, qui est la titulaire de la chaire d'excellence du Canada en
en migration-intégration à l'Université métropolitaine de Toronto. Et puis, c'est un projet qui se veut bilingue, dans le sens il y a un volet anglophone et un volet francophone. Et moi, je suis la responsable du volet francophone. Donc, ce projet a une dimension comparative importante, mais on n'est pas encore rendu à la comparaison. Ce que je vais vous présenter sont des données qui sont toutes fraîchement analysées. Donc, moi-même, je suis encore en train de les interpréter. Mais il y a quelques éléments intéressants que on pourrait utiliser pour commencer à débattre, à réfléchir, avoir une discussion sur ce sujet. Donc, ce projet implique aussi un collègue qui est en psychologie à l'Université de Waterloo parce qu'il y a un élément expérimental. On veut développer en fait comme l'équivalent d'un jeu vidéo pour savoir comment on prend des décisions, quels sont les facteurs impliqués. Donc, c'est un projet interdisciplinaire ou multidisciplinaire avec plusieurs dimensions. Donc, on a pensé ce projet dans le contexte de la pandémie parce que vous vous souvenez, enfin, on a tous un peu, je pense, un certain traumatisme, donc peut-être qu'on ne veut pas s'en souvenir, mais la fermeture des frontières et surtout dans le monde de l'enseignement, les divers défis associés avec l'enseignement à distance et tout. Donc, pour les étudiants étrangers, c'était devenu une situation très difficile car en un laps de quelques jours, ils devaient décider s'y rester ou retourner dans leur pays. On ne savait pas pour combien de temps. Donc la fermeture des frontières, la fermeture des institutions, certains devaient quitter les résidences universitaires où ils étaient logés. Et puis tout cela, ça a entraîné beaucoup de défis pour les étudiants en général et les étudiants internationaux en particulier, surtout les premiers mois en termes de sécurité à tout niveau, vu les difficultés à trouver des emplois en contexte de pandémie où tout est fermé, pour les étudiants internationaux, ne pas avoir les réseaux, pas avoir accès à des foires d'emploi. Donc tout ça a causé des situations difficiles, des précarités du logement, question de sécurité alimentaire, l'isolement, santé mentale, les défis de l'enseignement en ligne. Et pour le Canada, par rapport à cette fermeture des frontières et pour la fermeture des institutions d'éducation, une baisse en fait du nombre d'arrivées actuelles d'immigrants, mais aussi une chute importante du nombre d'étudiants à cause de cette incertitude et toute une gamme de modifications de politiques d'immigration pour venir combler en fait toute cette situation d'incertitude, notamment faciliter la transition à la résidence permanente ou au permis post-diplôme, et aussi une augmentation du nombre d'admissions. Vous vous souvenez, donc ça, ce ne sont pas les plans de niveau d'immigration actuel, c'est ceux qui avaient été annoncés en 2023 pour pallier en fait au défi du manque de main-d'œuvre, etc. Donc vraiment une hausse des nombres. Donc tous ces changements de politique, le contexte de la pandémie a complètement changé en fait le paysage de l'immigration, surtout pour les étudiants internationaux. Donc l'objectif de notre projet était de comprendre comment les potentiels migrants prennent des décisions ou comment le contexte d'incertitude, les différents risques, défis, que ce soit au plan des politiques migratoires, des fermetures des frontières, des systèmes de santé, la fermeture des universités, l'enseignement en ligne, pouvaient influencer leur motivation et leur prise de décision. Dans ce projet, on examine 3 types différents de migrants: des personnes qui ont déposé une demande à l'immigration pour la résidence permanente, mais qui sont encore à l'extérieur du pays, les travailleurs qualifiés avec un permis de travail temporaire au Canada et les étudiants internationaux, à la fois ceux qui sont titulaires d'un permis au Canada, mais aussi ceux qui envisagent venir. Donc, on avait ces 3 types, mais moi, je vais vous parler des étudiants internationaux. Et puis, bon, notre autre objectif, c'était justement comparer les expériences parmi les candidats d'expression anglaise et française, voir en fait si dans les deux solitudes, si vous voulez, avaient des différences. Donc, notre question de recherche, celle dont je vous parlais aujourd'hui,
est autour des facteurs. Quels sont les facteurs qui influencent la prise de décision au plan social, économique et politique des migrants francophones et puis en particulier nous, on s'intéresse aux étudiants internationaux et je vais vous parler de ceux qui avaient un permis d'études valide qui était au Canada. Pour le cadre conceptuel, on s'inspire beaucoup des aspirations et capacités pour cette prise de décision. Donc les motivations, qu'est-ce qui aspire, motive, mais aussi les capacités, les ressources économiques, sociales, le type de catégorie migratoire, etc. On s'intéresse au rôle des réseaux sociaux, tant la famille, les amis, mais aussi les informations, les réseaux sociaux et le rôle de différents groupes intermédiaires qui peuvent intervenir. Et enfin, ce contexte de changement de politique d'immigration que nous connaissons un peu trop bien et qui apporte beaucoup de défis aux migrants parce que ça change constamment. Et donc, comment peuvent-ils prendre des décisions, quoique ces changements apportent aussi des opportunités potentielles qui peuvent être intéressantes. Donc, c'est ce contexte-là qui nous intéresse. Une méthodologie mixte, vu qu'on est un groupe interdisciplinaire, on avait fait des entrevues avec des informateurs clés, des institutions d'éducation, des avocats en immigration, des organismes qui œuvrent auprès des migrants. Ensuite, on avait un sondage en ligne, à la fois pour des migrants, ces catégories au Canada et en dehors, des entrevues potentielles, pardon, des entrevues personnelles, encore une fois avec des migrants au Canada ou potentiels, et on terminait avec des groupes de discussion et l'étude expérimentale qui est en cours. Alors moi, je vais vous parler surtout des résultats du sondage en ligne des entrevues personnelles avec des étudiants internationaux qui étaient au Canada. Et notre projet a pris un peu du retard parce que la demande de déontologie pour le sondage a pris de nombreux mois. Et ensuite, bon, on devait tout traduire en français. Alors, on s'est un peu tiré. Donc, on a environ une année de retard, mais ils nous ont prolongé d'1 an, donc on pourra se rattraper. Donc, un peu pour vous donner une idée, on a eu beaucoup de défis à recruter des participants, tant du côté anglophone que francophone. Du côté anglophone, on a beaucoup visé les étudiants internationaux indiens, donc environ la moitié des participants des étudiants internationaux étaient d'origine indienne. Mais vous voyez donc que du côté francophone, ça a été très très difficile pour le sondage à recruter, mais on a quand même des nombres assez solides pour pouvoir comparer. Par contre, l'étude expérimentale, on a décidé de le faire uniquement avec les résultats des participants anglophones à cause des différences assez importantes dans le nombre de répondants. Pour les entrevues, ceux qui étaient des étudiants, vous avez une variété de pays. Vous allez voir que l'Université d'Ottawa figure parmi on a eu beaucoup de représentants et en fait, dans le recrutement, on voit le biais à cause de nos réseaux de recrutement. Donc, on s'est beaucoup concentré évidemment dans la région de l'Université d'Ottawa et on a eu beaucoup de répondants qui sont dans le domaine de la géographie, études urbaines, parce que bon, j'ai contacté des collègues. Alors, c'est un peu pour aussi des discussions intéressantes sur comment mener ce type de projet, parce que beaucoup étaient en ligne, surtout autour de 2023 encore. Alors, ça a un peu biaisé nos résultats. Et donc, quand je dis francophone, pour le projet englobait le Québec, mais on a quand même une bonne représentation de participants en dehors, francophones en dehors du Québec. Alors, nos résultats, en fait, montrent une gamme de facteurs très variés, des motivations et des aspirations très variées qui ont influencé la décision des étudiants francophones à venir au Canada, mais aussi une fois qu'ils étaient au Canada, leurs choix ont été réaffirmés et c'est là où je pense on a des résultats assez positifs par rapport au déploiement à recruter plus d'étudiants francophones pour nos institutions. Alors, voyons un petit peu. Je ne veux pas vous saturer avec beaucoup de données démographiques, mais pour vous donner une idée un petit peu de qui étaient les participants au sondage. Donc, je vais parler un peu du sondage et je vais illustrer avec des citations des entrevues. La majorité de nos participants étaient au Canada pour jusqu'à une durée de 6 ans. On avait quand même
pas mal de participants qui étaient assez récemment arrivés, donc après la pandémie, mais beaucoup étaient au Canada depuis avant la pandémie, donc ils ont pu un peu commenter sur l'impact de la pandémie, et certains étaient au Canada pour même plus de 6 ans, 6 à 10 ans. Et puis bon, on a eu 63 répondants, mais ils n'ont pas tous répondu à toutes les questions, donc je vous indique le nombre de répondants dans les tableaux. En termes des pays d'origine, donc on a le bassin francophone, notamment de l'Afrique subsaharienne, de l'Afrique du Nord, qui était bien représenté. Vous vous souvenez, la France est un des 5 pays principaux d'origine des étudiants internationaux. Donc ça, c'est représenté dans notre échantillon, mais on voit aussi en fait d'autres pays. Je vous parlais de l'Amérique latine, donc Brésil, on avait 4 participants, la Colombie, le Mexique, les États-Unis, et ensuite des pays en dehors des bassins traditionnels de l'Asie. Et puis bon, l'île Maurice figurait aussi. Alors au total, 22 pays d'origine différents, avec 2 qui avaient le plus grand nombre de participants, étant la France, le Maroc. Et les autres, c'était 3, 4. Et sinon, la majorité, comme la Grèce, l'Islande, la Colombie, tout ça, c'était un participant de ces autres pays. Maintenant, par rapport à leur résidence, la majorité était au Québec, mais nous avions au moins 14 étudiants à l'Université d'Ottawa. Donc, je suppose que certains habitent à Gatineau, mais étudient en Ontario. Donc, il y a aussi ce volet intéressant de l'Université d'Ottawa qui est situé à la frontière. Donc, beaucoup disent être résidents au Québec, mais ils étudiaient peut-être en Ontario parce qu'ils pouvaient traverser la frontière. Pour le sondage, nous étions ouverts à des participants à travers le pays. Donc, nous avons eu 2 participants dans les provinces atlantiques qui étaient en fait à l'Université Sainte-Anne et 3 participants dans l'ouest du Canada. On avait aussi des participants qui sont en fait dans des institutions anglophones, dont la Colombie-Britannique. Maintenant, le niveau d'études, la majorité sont dans les 2e et 3e cycles, certains au niveau du baccalauréat et d'autres faisaient divers diplômes ou certificats professionnels. Et parmi les répondants qui ont indiqué l'institution, 2 étaient dans des collèges, un cégep et un collège, et le reste, donc 42, étaient dans des universités parmi les répondants, pour vous donner une idée du type d'institutions dans lesquelles ils étaient. Alors ici, on a les principales universités. L'Université d'Ottawa était celle avec le plus grand nombre de participants, mais pas tous ont répondu à cette question. Donc, vous voyez beaucoup autour de Montréal, l'Université de Montréal, UQAM, INRS, l'Université Laval, et puis aussi des francophones qui sont dans des universités anglophones comme Concordia et McGill, puis bon, l'Université de la Colombie-Britannique pour vous donner une idée. Ok, venons-en maintenant à la partie intéressante. Quels facteurs ont influencé leur décision d'étudier au Canada, donc avant de venir au Canada? Et on a eu une gamme, donc ils pouvaient répondre à plusieurs questions. On a eu une gamme de réponses et beaucoup s'orientaient en fait sur la qualité de l'enseignement et les opportunités professionnelles. C'était les 2 facteurs les plus marquants. Et certains ont parlé de la dimension internationale. Et enfin, en 4e lieu, il y avait la possibilité d'obtenir la résidence permanente. Certains ont parlé de la qualité de vie. Donc ça, ce sont les 4 facteurs les plus importants. Certains, on pouvait donner une réponse qualitative. Donc on a eu 7 réponses qualitatives qui parlaient de proximité du Mexique, intérêt pour travailler avec des chercheurs canadiens, le coût financier des études dans le pays d'origine, les conditions notamment par rapport aux personnes qui ont des handicaps, le respect des étudiants, des co-tutelles, valorisation des diplômes. Donc, c'est ces différents facteurs qui ont motivé. Et là, pour compléter avec des données qualitatives, ce qui est ressorti, ce sont surtout les motivations académiques et le volet linguistique. La possibilité soit d'étudier en français
ou l'attraction du contexte bilingue. C'était dans les entrevues les deux facteurs qui sont ressortis le plus. Donc la valorisation d'étudier en français et aussi les opportunités offertes par le bilinguisme au Canada. Puis bon, beaucoup de participants étaient à Ottawa ou étudiaient à Ottawa et donc on soulignait le bilinguisme. Et je me suis reconnue beaucoup dans la première citation, parce que cette personne disait si elle était partie à l'Université de Toronto, elle aurait peut-être délaissé le français. Donc moi, j'ai passé 8 ans à l'Université de Toronto et avant de venir à Ottawa, je perdais mon français. Donc ça arrive effectivement, on s'assimile. Néanmoins, ça m'a permis d'améliorer mon anglais et d'être complètement bilingue. Et vous pouvez voir la troisième citation également. Donc, c'est le bilinguisme de l'Université d'Ottawa, mais aussi le programme. Donc, on avait d'autres citations que j'ai pas incluses à cause du manque de temps qui soulignaient vraiment les opportunités professionnelles, la qualité académique et les opportunités professionnelles avec un diplôme canadien. Donc ça, c'était les motivations principales. Et notre intérêt pour les réseaux sociaux, leur influence, on leur a demandé également s'ils avaient eu le soutien de leur famille ou si la famille avait joué un rôle. Et donc, vous voyez dans les réponses, c'était partagé, mais beaucoup avaient un soutien ou une influence de la famille dans le sondage. Et en termes des citations, la majorité ont dit qu'ils ont eu le soutien, ils ont été encouragés. Donc là, la personne qui avait indiqué sa condition de handicap comme une motivation voyait vraiment qu'au Canada, elle avait de meilleures opportunités, une meilleure qualité de vie. Donc sa famille l'encourageait à venir étudier, peut-être rester au Canada. Et puis d'autres vraiment qui encourageaient, qui voyaient les possibilités d'avancer les études, les opportunités professionnelles. Et puis aussi une citation, la troisième ici, pour parler en fait d'intermédiaires ou d'autres réseaux qui soutiennent ou influencent. Donc le rôle des universités, le personnel, le bureau international, le bureau des étudiants à soutenir. Et ce participant parlait aussi de leur directeur, directrice de thèse qui les a soutenus et l'utilisation des réseaux sociaux. Donc, plusieurs ont parlé de l'utilisation des réseaux sociaux, d'avoir vu des profils d'étudiants ou en fait d'expériences d'autres étudiants qui ont pu faire la transition, qui les ont aidés ou motivés. Et donc, les résultats autour de l'impact de la COVID, si ça a affecté leurs décisions, si ça a été positif ou négatif. Donc, vous avez vu que un nombre était intéressé à la résidence permanente, mais ce n'était pas forcément le premier facteur d'intérêt. Donc, la pandémie de COVID a intéressé un peu plus une partie des participants qui ont répondu à cette question, environ 15 ou 30%, mais la majorité qui était déjà intéressée, ça n'a pas changé leur décision. Et puis, bon, vous avez d'autres réponses, mais c'était les deux réponses principales. Donc, ils avaient déjà un projet d'immigration, ils s'intéressaient déjà à la résidence et la COVID n'a pas eu une incidence négative sur ce choix ou ce plan d'immigration. Et pour certains, en fait, ça les a encouragés. C'est en gros ce que nous disent ces résultats. Et donc, la réaffirmation des choix a été assez claire. Les entrevues, les participants ont dit que dans ce cas, la pandémie a renforcé encore plus mon envie de rester au Canada, en partie parce que les conditions dans leur pays d'origine, pour eux, en fait, c'était comment leur pays d'origine a géré la pandémie a été un facteur pour certains. Pour d'autres, c'était en fait que la pandémie a eu peu d'impact sur leurs études en particulier. Et donc, on trouvait que les conditions étaient meilleures ici qu'ailleurs. Donc, ils ont pu rester terminer leurs études. Alors, dans ce sens, la pandémie n'a pas eu d'incidence. Et puis, certains nous ont parlé un peu des opportunités, les changements de politique
Si vous vous souvenez, il y avait eu cette opportunité pour les personnes avec des permis temporaires. Par exemple, en santé, ils avaient facilité l'accélération à la transition, mais il y avait eu aussi cette opportunité de accélérer l'accès au permis post-diplôme pour les étudiants internationaux. En anglais, il y avait 40 000 places qui ont été comblées en 24 heures. Le même programme avait été mis en place pour les francophones et je crois qu'au total, 2 ou 3 000 personnes avaient utilisé cette opportunité-là. Donc, certains de nos participants ont parlé de... En fait, ils voyaient ça comme une bonne chose, ces possibilités, mais bon, je pense qu'ils référaient ici au cas euh, des personnes, des travailleurs en santé et le fait que bon, beaucoup ont été exclus parce qu'il n'y avait pas assez de place. Donc, réaffirmation des choix, qu'est-ce que ces participants voulaient voir? Certains nous ont parlé en fait de vouloir avoir accès à plus de bourses, que ça aurait peut-être, ça les aurait motivés à rester poursuivre des études au Canada. Et puis d'autres ont parlé en fait de l'avantage du diplôme canadien et vouloir rester au Canada à cause des opportunités professionnelles. Les opportunités professionnelles sont revenues souvent. Je vous ai pas mis les défis rencontrés, mais ils nous ont parlé aussi de certains défis, notamment par rapport à l'accent, les différences de parler français et la situation financière et l'accès à l'emploi. Mais c'est des thématiques qu'on connaît. Je voulais mettre l'emphase sur les prises de décision et ce contexte d'incertitude et en fait des résultats assez positifs auprès de participants francophones à s'intéresser au Canada, voir des opportunités, voir favorablement l'opportunité d'étudier en français et vraiment cette idée d'avoir des opportunités professionnelles favorables pour eux. Donc, en guise de conclusion, vu que ce sont quand même des résultats relativement préliminaires, c'est qu'on voit la diversité des motivations et des aspirations, mais elles sont centrées beaucoup sur les opportunités académiques et professionnelles. Il y a le facteur de la langue, le français, le bilinguisme qui joue beaucoup, aussi la qualité de vie et généralement du soutien dans leur réseau, surtout personnel. Et une fois sur place, malgré certains défis, les attentes sont confirmées, donc les expériences sont positives dans l'éducation et ils voient favorablement les opportunités. Donc les défis avec les conditions, les critères pour obtenir le permis post-diplôme, en fait, pourraient être vraiment une des barrières qui peut entraver ce parcours vers la résidence permanente. Mais en gros, le désir de rester après les études est là. Et donc, avec la nouvelle loi sur les langues officielles, les nouvelles initiatives, outre l'augmentation des cibles, c'est cette lentille francophone qui était le sujet d'un des webinaires précédents. Et on a tous très hâte d'avoir le projet pilote des étudiants internationaux qui, d'une part, fournira des services pour les soutenir dans leur cheminement, notamment peut-être pour l'obtention de l'emploi, l'accès à des cours de langue pour l'anglais et finalement pour faciliter la transition vers le post-diplôme. Donc, en gros, nos résultats sont encourageants, sont positifs et on espère qu'avec ce projet pilote, ça va nous permettre de continuer à atteindre ou à dépasser les cibles malgré le contexte d'incertitude continue. Et puis donc, c'est ça, je voulais remercier nos participants, mes collègues, nos assistants et les bailleurs de fonds. Et puis, je vous remercie de votre attention. J'espère qu'on aura assez de temps pour échanger. Merci. Merci beaucoup, Louisa, pour une présentation très, très intéressante. J'ai déjà justement plusieurs commentaires et questions dans le clavardage, donc je vais donner la parole à Amal pour une première question. Oui, merci beaucoup, Louisa. C'est beau, très beau. Je suis de retour à l'Université de Toronto depuis 3 ans. J'ai pas encore perdu mon français. Mais je peux dire que pas seulement bilinguisme, mais également multilinguisme s'est amélioré. Et donc, ma question, c'est si vous tenez compte des universités, du rôle des universités, parce que vous savez que des universités recrutent
et puis prennent des décisions au niveau de l'admission. Alors, et on sait qu'il y a une préférence, n'est-ce pas, au- envers certains pays et puis au détriment d'autres pays. Merci. Ah oui, oui, il y a aussi la question de visa. Des ressortissants de certains pays ne reçoivent pas de visa d'études, même pour, oui, entamer des études au Canada. Oui, donc la question, c'est par rapport à ces discriminations au niveau des admissions. C'est bien ça. Mais tu le volume est pas fort, j'entendais pas très bien. Est-ce que ta question, Amal, c'est autour des admissions et puis les visas, c'est ça? C'est ça, oui. 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 Ok. Pour la question des visas, je pense que ben, il y a cette sensibilisation que la CUFC fait maintenant auprès des agents d'immigration. Pour moi, ce qui était le plus étonnant, c'est vraiment le fait que les agents d'immigration, des fois, ne savaient pas qu'il y avait une politique d'immigration francophone. Il semble que certains ne savaient pas qu'il y avait des institutions francophones. Et donc, c'était, ils- au moment d'évaluer, ben, ils éliminaient ces dossiers à cause de ce manque de connaissances. Donc, certainement, je pense que ce travail de sensibilisation pour les visas devrait faire une différence. Maintenant, nous, on a fait cette étude avant le nouveau contexte avec les lettres d'admission et tout ça. Donc, je n'ai pas de résultats sur l'impact de ça. Ce que je sais, c'est par rapport à mon institution et comment la situation est gérée. Donc ça, c'est les provinces qui allouent les quotas de lettres aux différentes institutions. Il semblait que les institutions francophones étaient protégées dans un certain sens parce que l'admission avait été plus lente. Ils étaient en retard en fait sur l'admission de nombre d'étudiants. C'est surtout les institutions anglophones qui avaient vraiment doublé, triplé le nombre. Mais il y a des débats et les institutions francophones sont en souci, sont très concernées par ces lettres. Donc, ça, c'est des questions politique et je ne peux pas répondre. Maintenant, au niveau des admissions dans les universités, là encore une fois, ça peut varier. Je peux parler de mon institution, je ne sais pas comment ça se passe ailleurs. Des institutions comme l'UOF dépendent entièrement des étudiants internationaux. Je sais qu'à l'université de Hearst, ils ont beaucoup augmenté, mais ils avaient très peu, ils en avaient 10, après ils en avaient 50, et maintenant je crois qu'ils en ont 300, mais ils n'en ont pas 10 000 comme d'autres institutions. Donc, euh, ça dépend des programmes. Une des choses que je sais dans notre institution, c'est le défi de demander le test de langue qui, surtout en Afrique subsaharienne, est un défi. Et ce sont des étudiants qui étudient en français, qui viennent de pays reconnus comme étant francophones, et on leur demande quand même euh, un, un- un certificat pour démontrer leur connaissance du français. Donc ça peut aussi être une forme, une barrière systémique. Et puis récemment, à l'Université d'Ottawa, on reçoit beaucoup de personnes haïtiennes et leur système de barème est très différent du nôtre et souvent, ils n'arrivent pas à obtenir la moyenne d'admission à cause de comment fonctionne leur barème. Donc ça, c'est un autre type de barrière systémique. Mais je ne peux pas parler au-delà. Peut-être les collègues autour de la table ont aussi leurs expériences. C'est un peu des anecdotes, mais je pense que le projet pilote des étudiants va venir en fait favoriser un petit peu l'admission et la majorité des universités francophones et des collèges participent à ce programme. Donc, je pense que ce programme va venir changer la donne. Alors, je ne sais pas maintenant, OISI et le CREFO, si vous faites partie de ce programme. Ça, je n'en sais rien. Et l'autre enjeu de ce programme, c'est que les étudiants doivent être originaires d'un des pays reconnus comme étant francophones par l'Organisation internationale de la francophonie. Donc, si quelqu'un est brésilien et parfaitement francophiles ou francophones, ils n'ont pas accès aux services de ce projet pilote. Donc, ça, c'est d'autres facteurs. Alors, Kimberly, je te laisse gérer. Je ne sais pas si Linda serait la prochaine. Oui, on pourrait peut-être prendre deux questions à la fois. Oui. Donc, Linda, ensuite Dora.
Louisa, est-ce que tu m'entends bien, Louisa? Oui. Alors, merci. Vraiment, tu as des données vraiment intéressantes. Puis c'est foisonnant de questions, en fait. Un commentaire, une question. Dans les débats théoriques, je voulais juste porter à ton attention que Olivier Bégin-Cahouette travaille beaucoup dans les perspectives du capitalisme académique et que, donc en francophonie, il y a quand même des travaux. Virginie Hébert et moi, on a dirigé un numéro spécial de la revue Enjeux et Société sur l'anglicisation des universités, dans lequel il y a des articles qui pourraient vraiment t'intéresser, dont un de Olivier Bégin-Cahouette. Et ensuite, en 2018, il y a la revue Hérodote sur la géopolitique des universités qui pourrait être très intéressante pour toi. Ce qui m'amène à ma question. Euh, ton étude, moi, je la situe beaucoup dans des débats des débats analytiques sur la géopolitique des universités. Ce qui m'intéresserait, c'est de savoir, par exemple, de quel niveau social étaient les étudiants, quels étaient leurs domaines d'études, pourquoi ils ont fait le choix de certaines universités par rapport à d'autres. Euh, D'autant plus que ce que je trouve intéressant, c'est que ton premier point, c'est les perspectives de carrière. Puis ça rejoint les travaux sur les choix des étudiants d'une université. Le principal choix est motivé par le prestige d'une université. Parce que ce prestige-là va leur apporter toutes sortes de choses. Les étudiants, sont dans une stratégie où la place des universités dans les palmarès semble importante. Alors, est-ce que ces facteurs institutionnels, ces facteurs liés à l'internationalisation ont joué dans la formulation de vos questions et vont jouer dans vos analyses? Oui, merci beaucoup. Donc, on a plein de données sur, en fait, la formation. Ces personnes étaient toutes très qualifiées. Donc, c'était des étudiants internationaux, mais ils avaient tous déjà des diplômes. Donc, même ceux qui venaient étudier au bac donc personne n'avait pas de diplôme. Donc, c'est sur le plan de leur statut social, ce sont des gens très éduqués. Et on a aussi des informations sur leur champ d'études ou leur champ professionnel ou de carrière. Et donc, on peut faire les croisements pour voir. Donc, beaucoup ont des formations, on poursuit des études dans un domaine relié, mais j'ai les données, mais j'ai pas tout bien, mais j'ai ces données. Donc, on pourrait faire ces analyses par rapport à la géopolitique dont tu parles. Pour le prestige des universités, il me faudra lire tous les entretiens. Je les ai pas tous lus. Alors, merci pour cette question. Ben, j'en ai pris note. Dans le cas de nos participants, je pense la langue jouait un rôle en plus. On avait quelques participants francophones qui sont donc dans des universités anglophones, mais la majorité était dans des institutions francophones. Mais il me faut aller voir. Dans le sondage, on n'a pas de questions sur le prestige. C'est pas revenu dans même les données qualitatives, mais dans les entretiens. Je me demande aussi si ou le rôle des réseaux. On connaît quelqu'un qui est là-bas, ou encore en fait les recherches ou les programmes. Donc, ce que tu dis par rapport aux aspirations professionnelles et le prestige de l'université, je pense que les entrevues, il faudra que je vois ça, mais je ne peux pas te répondre. Mais oui, il y a définitivement une géopolitique de l'internationalisation, puis on le voit dans les pays d'origine et qui viennent. Et puis je m'excuse, Dora, on avait dit qu'on allait prendre ta question, mais j'ai tout de suite répondu. Alors peut-être là, on en prend deux, Dora et Abdoul. Et Abdoul, tu peux parler, même si moi j'interviens. Merci. C'est Dora ou c'est moi? C'est Dora en Ok. premier et Abdoul, mais juste après Dora, tu pourras y aller. Merci beaucoup, Lisa. Euh, Merci pour ce que tu as présenté. Vraiment, ça reflète vraiment ce qu'on a vécu de 21 à 2024. Parce que après l'histoire a vraiment changé avec la diminution drastique des nombres des étudiants internationaux. Et ça reflète vraiment la réalité de nos étudiants internationaux, même si ce que tu as présenté, c'est plus pour les universités, mais ça, c'est la même histoire pour les collèges. Ok.
Euh, c'est ta dernière note très positive sur le projet pilote qui m'a interpellée. OK? Ça paraît, on dirait que ça va être la solution. C'est vrai que c'est un projet pilote, c'est vrai, c'est un projet ambitieux parce que il y a aussi l'accès aux services d'établissement, la possibilité de rester. C'est comme si on promet la résidence permanente. Mais toutefois, je me pose la question à quel point c'est un projet vraiment qui va avoir un impact sur notre francophonie, sachant que c'est un projet qui a été lancé, je dirais, en 2024, fin 2024, et les institutions viennent juste de le décoller, OK? Avec tout ce qu'il y a de critères, avoir de l'argent de substitution pour toute une année, à faire les tests de langue qui sont maintenant obligatoires. Donc, à quel point c'est vraiment une solution pour nous ce projet qui normalement il va finir en 2026, je pense, si je ne me trompe pas, mais qui vient juste, pour nous, du moins à la Cité, qui vient juste de décoller. Merci des grandes questions. Abdoul? Merci, Luisa, pour cette présentation très éclairante. En fait, j'ai été frappé par le graphique du début où on voit la provenance des étudiants internationaux. On voit il y a beaucoup d'Indiens et on voit pas beaucoup d'étudiants internationaux qui proviennent d'Afrique subsaharienne. Et tu expliquais que ça s'explique par les barrières, c'est des barrières systémiques, des discriminations. Et moi, en fait, on évoque beaucoup les barrières systémiques, mais il y a toujours quelque chose qui est en filigrane qu'on n'évoque pas directement. C'est en fait cette suspicion systémique de fraude sur les documents officiels qui proviennent des pays d'Afrique subsaharienne. Est-ce que tu as des éléments, puisque je vois que vous avez un foisonnement de données dans votre enquête, qui aborde plus ou moins cette suspicion qui est systémique et qui explique en fait quelque part le manque de recrutement peut-être de gens qui parlent très bien français? Honnêtement, je ne peux pas répondre à ta question. Il faudra que je regarde. Dans le sondage, on n'avait rien de tel. Ce que je peux imaginer, c'est les tests de langue, vu le défi. On avait parlé dans un autre projet avec des Camerounais qui disaient que ils devaient faire le test en Côte d'Ivoire, je pense, et puis c'était le seul endroit. C'était une fois par année, puis s'il le manquait, ils devaient attendre une année. Donc peut-être là, mais honnêtement. Moi, j'ai pas eu écho de documents frauduleux. Peut-être que, en fait, Linda et Marc, qui développent le sondage autour des barrières systémiques, auront des résultats. Et c'est quelque chose que vous avez inclus dans votre sondage. Et Dora, ok, tu es là, tu avais disparu. Écoute, j'ai pas de réponse. Je pense que le projet est prometteur. S'il va continuer, j'ai pas de réponse. Il faudra voir. Je pense que c'est positif. Peut-être ça dépend des contextes. Quand même, à Ottawa, la francophonie est très présente, mais c'est peut-être à d'autres endroits, le nord de l'Ontario, mais surtout si on pense le Manitoba, Winnipeg ou le campus Saint-Jean, des francophonies plus petites, plus minoritaires, où là, ça pourrait avoir un gros impact. Je pense beaucoup au nord de l'Ontario pour avoir entendu Aurélie Lacassagne dire combien en fait l'université Hearst contribue à la vitalité de leur communauté et notamment grâce aux étudiants internationaux. Donc si on peut faciliter, je pense que ce projet a le potentiel de faire une différence, mais nous verrons. Je suis positive, mais je peux m'imaginer que du côté des collègues. Comment on va l'arrimer? Est-ce que ça va fonctionner? On ne sait pas trop. Donc, j'ai pas d'autres réponses, mais peut-être que quelqu'un d'autre, surtout ceux qui travaillent dans les institutions, comme dans les bureaux internationaux ou services aux étudiants internationaux, vous avez peut-être de meilleures perspectives, mais sur papier, ça avait l'air prometteur. Et Linda m'a aussi parlé, en fait, et Normand, Martin, Martin Normand nous a parlé de cette communauté de pratique qui va être mise en place. Donc, je pense que ces deux choses-là vont créer quelque chose d'intéressant, mais c'est à voir, oui. Et Jude,
Je m'excuse, Kimberly, est-ce qu'on prend la question de Jude et celle en ligne? Et je pense qu'on peut prendre une dernière question de Jude, justement. Et puis je regarde en ligne vite. Euh, Bonjour, Luisa, merci pour la présentation. Et ce sont des données très importantes. Moi, ma question, c'est juste concernant les rapports de genre. Est-ce que dans vos analyses, est-ce que le rapport de genre est apparu par rapport avec dans les difficultés que les étudiants sont rencontrés pour s'intégrer et dans la société canadienne, même après les diplômes? Est-ce qu'il y a moins de femmes ou et comment ces difficultés sont apparues entre femmes et hommes? Oui, merci pour cette question. En effet, encore une fois, c'était tout très, très préliminaire. En termes de participants pour les étudiants internationaux, c'était presque à parité. Je pense qu'on avait 52% d'hommes et 47% de femmes et quelques-uns qui s'identifiaient d'autres genres. Donc, en termes de participation, on avait quand même les deux genres ou les plusieurs genres, en tout cas les deux grands genres dominants qui étaient très présents. Euh, et on n'a pas encore fait l'analyse genrée, mais je pense qu'on a assez de données pour le faire aussi avec les entretiens. Donc, c'est quelque chose sur quoi je dois me pencher. Mais si vous voulez, on peut poursuivre la conversation. Donc, merci de soulever la question du genre et je ne l'ai pas abordée vu que c'était tout du très préliminaire et je voulais me concentrer sur cette prise de décision en contexte d'incertitude et si la pandémie, les conditions avaient eu un impact. Je me suis concentrée sur ça, mais on veut poursuivre la question du genre. Donc, merci pour la question. Et une des questions de Eya en ligne, c'était l'augmentation des frais de scolarité. Euh, donc, bon, à l'Université d'Ottawa, on maintient une exonération des frais internationaux, ce qui, je pense, peut aussi être un facteur influent pour ceux qui décident de venir à l'Université d'Ottawa. Maintenant, si ça aura une incidence, je pense que oui. Il faut reconnaître que les étudiants internationaux sont des personnes qui ont des ressources pour venir ici, même si elles n'ont pas forcément toutes les ressources nécessaires, elles en ont plus que d'autres. Et donc, dans nos données, ils mentionnent avoir accès à des bourses comme étant un facteur. Donc, peut-être que en plus du projet pilote, peut-être des bourses spéciales soient pas. Et là encore, il y aurait plein de débats sur comment, quelle bourse, pour qui, au bac, aux études supérieures. Est-ce que c'est partiel? Exonération des frais me semble une stratégie intéressante. En tout cas, l'Université d'Ottawa, ça a vraiment fonctionné et nos programmes en français survivent grâce à cette bourse d'exonération des frais internationaux. Alors, c'est à voir. Et puis peut-être Dora ou Linda, vous qui avez de l'expérience avec d'autres institutions, si vous avez des idées à ce sujet ou des commentaires à faire. Bon, merci énormément, Louisa. Moi, je retiens que l'Observatoire a peut-être besoin de rallonger la durée des ateliers parce que 1 heure, c'est peut-être pas assez. Et je retiens également que on a besoin d'une partie 2 pour en apprendre plus sur ce projet parce que c'est vraiment très, très, très intéressant et très pertinent dans le contexte actuel. Donc, on a déjà malheureusement dépassé l'heure, alors je crois qu'on devrait s'arrêter pour aujourd'hui. Euh, un Oui, dernier commentaire, Lisa? Linda, Oui, absolument. Vas-y. Jude demande comment les étudiants peuvent s'affilier ou devenir membres. Donc, je ne pense pas qu'il y a des membres, mais vous pouvez vous abonner à la liste d'envoi. Donc, je voulais dire, c'est une opportunité pour l'Observatoire de faire de la publicité. Merci beaucoup. En effet, donc vous allez recevoir un courriel de notre part pour vous abonner à notre infolette qui va comprendre également une veille sur toutes les questions liées à l'immigration francophone également. Donc, à suivre très, très prochainement.
Donc, encore une fois, merci, ma chère Louisa. C'est très, très apprécié. Un excellent atelier. Merci à nos participants. On se revoit dans quelques semaines pour notre prochain atelier. Puis, vous recevrez les présentations, l'enregistrement via courriel. Puis, sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci beaucoup et tout bon à vous. À la prochaine. Merci, à la prochaine. Au revoir, tout le monde. Kimberly, est-ce que tu arrêtes l'enregistrement? Oui. OK, merci. Au revoir.